terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire. Je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Mais c'est trop facile. C'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme tous ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache. Je veux en faire profiter les autres, et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. Et de rien, car rien, c'est pas rien, la preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Rien moins rien égale moins que rien. Eh bien, aujourd'hui sur Sud Radio avec André Berkoff, comme tous les vendredis de 12h à 14h, nous avons beaucoup de choses à vous dire, et notamment sur un drame, André, qui hante la France depuis 3 ans. Oui, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout envie de rire avec ça, du tout. On a envie de hurler, il faut bien dire, de hurler. Eh bien, c'est quoi? C'est que jour pour jour, il y a 3 ans, était torturé, étranglé, violée, absolument. La jeune Lola Davier, elle a été et le procès de celle qui l'a tuée, de sa tueuse, il faut le dire, Dalila Ben-Kired, commence aujourd'hui, effectivement, devant la cour d'assises. On va pas le temps d'en parler parce qu'on va effectivement parler de beaucoup de choses, notamment de la réaction d'un certain nombre de journaux, de médias. Et puis ça parle aussi de Robert Badinter. On va prendre le temps d'en parler. Puis on va parler aussi de la fuite des cerveaux. 15 000 jeunes diplômés qui sortent des grandes écoles françaises pour aller travailler à l'étranger. 15 000, effectivement. Alors, c'est les bac plus 5 qui s'en vont et les bac moins 5 qui viennent. C'est un peu facile, ça. Mais quand même, il y a un vrai problème. La prostitution des mineurs, terrifiant, ce qui se passe actuellement. La prostitution des mineurs, vous voyez, on a parlé de l'Angleterre, de ce qui s'est passé avec les gangs, les grooming gangs dont on parlait en Angleterre, avec des milliers de jeunes filles prostituées, tabassées et devenues esclaves sexuelles. Eh bien, ça se passe aussi en France. Pourquoi? On en parlera. Et puis, à Bron, près de Lyon, une boulangerie va être rasée et remplacée par une piste cyclable. Et oui, on n'a plus besoin de pain, bien sûr, on n'a plus besoin de pain. Non, on fait la brioche, et la brioche, c'est les pistes cyclables. Intéressant, tout ça. Et puis, on va parler un bravo aux sœurs cisterciennes de l'abbaye de Boulor dans le Gers. Et enfin, l'histoire, comme on le dit chaque fois, une chanson qui a été longtemps interdite, Le Déserteur de Boris Vian. Et l'avocat Emmanuel Pirat viendra nous en parler. Ça, c'est de 13 à 14h, Céline. Et oui, et de 13 à 14h, eh bien, non, ça c'était de 12 à 13h et de 13 à 14h. Sur Sud Radio, la culture dans tous ses états. Aujourd'hui, eh bien, on recevra le célèbre photographe Yann Arthus Bertrand. Il a sillonné la France pendant plus de 2 ans, André, mais il la sillonne aussi depuis des années et des années pour photographier les Français, ceux à qui on donne rarement la parole. Et de ce road movie incroyable, il en a fait un livre d'exception, un film très touchant aussi qui sort au cinéma le 5 novembre et une exposition qui démarre le 20 octobre à Paris. Il sera avec nous dans un instant sur Sud Radio, alors restez là. terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. Et oui, le fait du jour aujourd'hui, eh bien, c'est le procès de Dabia Ben-Kired qui s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Paris. André Berkoff, elle est jugée pour avoir violé, torturé et tué Lola Davier le 14 octobre 2022. À l'époque des faits, cette jeune Algérienne était sous le coup d'une OQTF depuis 2 mois. Elle était entrée légalement sur notre territoire en 2016 avec un titre de séjour d'étudiant. Ce meurtre avait choqué la France entière, André, et choque toujours aujourd'hui. Personne n'a oublié Lola, dont le corps sans vie. Elle avait 12 ans, Lola Davier. Elle a été découverte dans une caisse en plastique déposée dans la cour de son immeuble. Ses parents étaient les concierges de cet immeuble du 19e arrondissement de Paris. Voilà.
On a vu les caméras effectivement qui existaient. On l'a vu, il y a une personne comme ça, une jeune femme qui portait, qui montait avec elle. Et puis voilà ce qui s'est passé. On l'a trouvé et on l'a trouvé évidemment dans l'état dans lequel que nous décrirons pas. Voilà. Et le père de Lala Davier ne s'en est jamais remis. 16 mois après la mort de sa fille, il meurt à 49 ans. Voilà, et donc on fait, voilà, et terrible, on va pas vous donner des détails, mais ça a été terrifiant, elle a été torturée, elle a été violée, elle a été assassinée, et elle a été mise dans une malle, voilà, et cette malle on l'a découvert effectivement. Alors c'est très intéressant ce qu'il y a eu ensuite. Dans l'ordre de sa garde à vue, la meurtrière présumée, donc, parce que présomption d'innocence, il faut le dire, mais enfin elle a tout à fait admis, n'est-ce pas tout. Dabia Benkired, elle a raconté avoir imposé à Lola de se doucher avant de commettre sur elle des atteintes à caractère sexuel, elle l'a violée, et d'autres violences ayant entraîné la mort. Expertise psychiatrique, parce qu'il y a toujours des expertises psychiatriques dans ce sens. Eh bien, les expertises ont écarté toute abolition ou altération du discernement, mais elles ont retenu la dangerosité de Dabia Benkired. Voilà. Donc, elle a été incarcérée dans une unité pour malades difficiles. Et là se pose simplement la question de savoir, effectivement, si quelqu'un qui fait ça de façon, donc elle n'est pas encore une fois, elle est considérée par l'expertise psychiatrique aucune abolition, aucune altération du discernement. Parce que vous vous rappelez, en général, quand on la voit, une vieille femme valser du 4e étage et tomber après l'avoir torturée, on dit ah oui, c'était une bouffée délirante, et on la voit en hôpital psychiatrique. Il y a beaucoup de bouffées délirantes en ce moment et depuis déjà quelques années, voilà. Et alors on l'envoie au hôpital psychiatrique. Après, bon, ce qui se passe, on ne le sait pas. Et alors, se pose aujourd'hui quand même un petit problème. C'est que un journal, ça s'appelle un journal, oui absolument, qui s'appelle Libération. Alors Libération a écrit quelque chose, le document de Libération. Et oui, effectivement, le document de Libération a titré « Le moment ou jamais de remercier Robert Badinter ». C'est le titre d'un billet de Sabrine Champenois, André Berkoff dans Libération. Les faits atroces et qui seront jugés donc ce jour peuvent incliner à vouloir infliger à son tour la barbarie, ce qu'empêche l'abolition de la peine de mort, et c'est salutaire, écrit la journaliste André. Voilà ce qu'elle écrit, Sabrina Champenois. Merci à Robert Badinter, heureusement qu'il était là, ça fait supprimer la peine de mort à quelqu'un comme Dabia Benkired. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et je vais vous dire, je suis tombé sur un thread, sur un article de Aurélia Marc. Je ne sais pas qui est Aurélia Marc, mais je voudrais quand même en parler. Et il a un point de vue sur la peine de mort qui est tout à fait remarquable. Et je vous dis, auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, écoutez, quelle que soit votre opinion sur la peine de mort, pour ou contre, parce qu'on a toujours le droit de discuter de cela. On ne veut pas faire, ça y est, c'est fini, on n'en parle plus, bravo Badinter, vive Badinter, le Panthéon pour Badinter, bravo. Mais attendez, il dit ça, Aurélien Marc, et je vous demande vraiment de suivre, parce que c'est très important. Défendre la peine de mort, c'est le cas d'Aurélien Marc, parce qu'on dit à quoi sert la peine de mort. Eh bien, ce que dit Aurélien Marc, c'est ceci. Contrairement à ce qu'on imagine trop souvent, dans une société raisonnablement pacifiée, sa fonction première n'est pas d'éviter la récidive, ni de dissuader les criminels. Parce que chaque fois qu'on parle de ça, il dit oui, mais ça change rien, ça n'a dissuadé personne, ni aucun récidiviste. Mais elle a un rôle fondamental. Alors c'est quoi ce rôle fondamental? Rappelons que la peine de mort n'a sans doute jamais été vocation à être appliquée à tous les criminels. Hein. C'est pas du terrorisme, ce n'est pas autre chose. Donc, ce n'est pas ça. Défendre la peine de mort ne signifie pas, du moins a priori, prôner la mise à mort de tous les criminels, pas même de tous les meurtriers. Personne, ou très peu, ou des malades mentaux, ont envie de tuer tout le monde et tuer tous les criminels. Et dit toujours Aurélien Marc, on peut, c'est mon cas, vouloir le rétablissement de la peine de mort et réserver son application à des cas exceptionnels. Voire, il faut le dire, souhaiter qu'elle ne soit jamais appliquée. Mais dans ce cas, alors vous répondrez, c'est vrai, je me pose la question, quel intérêt de la rétablir si c'est pour ne pas en faire
usage. Et là est la clé. Et vraiment, je vous demande d'écouter très soigneusement. Sa possibilité est essentielle parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. La vie du criminel n'est plus sacrée. La peine de mort proclame que la vie du criminel n'a plus la même valeur que la vie de l'innocent, ni que la sécurité de l'innocent. Ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement le tuer, bien sûr que pas, mais qu'on peut le tuer au nom du bien commun. Les conséquences sont nombreuses, notamment quand on pense à la légitime défense ou à l'usage des armes par les forces de l'ordre. Si l'État s'interdit a priori de tuer, si la vie du criminel garde sa sacralité ontologique, alors nécessairement on fragilise la capacité de corps social. Voilà. On ne peut pas... On y songe, regardez, il ne s'agit pas encore une fois de tuer le criminel. Il s'agit de proclamer, il le répète et c'est très important, que préserver la vie du criminel est moins important que préserver les innocents et les sociétés de son crime. Il n'est donc pas nécessaire d'appliquer la peine de mort, il suffit qu'elle existe. Il suffit de dire, de répéter, de faire savoir que non, le criminel n'a pas la même capacité, n'a pas la même valeur que l'innocent. Ce n'est pas vrai, parce que les milliers, les millions de gens qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait, et qui se font, et on le voit, on va pas, toutes les missions existeraient, qui n'ont pas vocation à disparaître comme ça, qu'ils soient jeunes ou vieux, eh bien, se font attraper, se font tabasser, se font violer, et je ne parle pas des séquelles pour la famille et le reste. Donc, non, c'est pas vrai. Un criminel n'est pas un innocent. Et ça, on l'oublie. Et on dit, oui, la prison. Eh bien, non. Ne nous trompons pas de débat. Défendre la possibilité de la peine de mort, ce n'est pas affirmer que la vie de tout criminel est sans valeur. C'est simplement comprendre qu'elle a moins de valeur que la sécurité des gens ordinaires. Et ça, c'est fondamental. Et si on n'a pas retenu ça, effectivement, on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui encore, plus de 55% des Français et partout ailleurs sont pour le rétablissement de la peine de mort. Moi, je me pose vraiment la question, en toute franchise, je ne sais pas, mais cet argument qui dit que vous ne pouvez pas renvoyer dos à dos le criminel et la victime, en disant non, le criminel, en fait, oui, risque la prison, risque tout ça, mais ne risque pas la mort. Si, parce que la peine de mort, il faut jamais l'oublier, elle est appliquée par les assassins. Elle est appliquée par les assassins tous les jours, toutes les heures, un peu partout dans le monde. Alors, attention, il faut savoir qui a le droit d'appliquer la peine de mort et qui n'a pas le droit. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Hué André Bercoff, à Bron, une commune située près de Lyon, une boulangerie va être rasée et remplacée par une piste cyclable. Cette décision indigne Jérémy Bréau, le maire LR de cette commune, André, et révolte surtout Ali Arbaoui, le cofondateur de ce commerce, qui vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous, Ali. Bonjour à toute l'équipe Sud Radio et merci de nous donner la parole. Je vous remercie infiniment. C'est la moindre des choses, Ali Arbaoui. Votre boulangerie est ouverte depuis le 11 mars 2020. Elle va devoir fermer ses portes au premier trimestre 2026. C'est bien ça ? Tout à fait. Et Tout vous à avez fait. 12 personnes qui seront au chômage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour que votre boulangerie se transforme en piste cyclable ? Bon, c'est une longue histoire. Alors nous, malheureusement, on a acheté un terrain, du moins un petit bâtiment de 90 mètres carrés, Oui, dont on a la jouissance exclusive. oui. Donc nous, on a fait une demande à la mairie pour pouvoir faire un agrandissement de 3,50 m sur toute la largeur de la boulangerie, du bâtiment qui était de 90 mètres carrés, pour pouvoir faire un laboratoire. Oui. Et une boutique pour pouvoir accueillir du monde. Donc, on a investi une grosse somme. Oui. Et on a pu faire cette belle boutique, ce joli labo tout neuf, flambant neuf, dont on a tout équipé. On a mis 400 000 € d'équipement hors construction. D'accord. Donc, on a acheté un four, par exemple, à 70 000 €. On a acheté des chambres froides. Donc, on a fait bosser des entreprises locales, plusieurs entreprises qui sont venues, qui ont installé tout le matériel. Il y avait un super beau chantier, du monde. Par la suite, on a appelé une entreprise locale, pareil, qui nous a fait la construction,
qui nous a fait le parking. On a un parking flambant neuf. D'accord. C'est-à-dire que on a. Vous avez totalement modernisé tout cela. Vous en avez fait une boulangerie, je dirais pas exemplaire, mais enfin très très moderne, pourvu de tout ce qu'il faut, quoi. C'est ça. Très moderne, très joli et qui va bien avec les produits qui se vendent à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, voilà, on fait des produits maison. On fait du pain au levain. D'accord. Donc on a eu la chance d'être formé, excusez-moi, hein, je m'éparpille un peu. Non, on a eu de la chance d'être formé par un grand maître boulanger qui s'appelle Nicolas Bonnard, donc qui travaille beaucoup à base de levain et de produits. Donc vous aviez ce qu'on appelle du bon pain, et le pain c'est la base, hein, le pain, on le sait. C'est sacré. Le pain c'est. On est bien d'accord. On est bien d'accord, Ali. C'est sacré. C'est ce que quand on se lève le matin, c'est la première chose qu'on sent. Quand on a un bon boulanger en bas de chez nous et qui fait des bons produits, c'est le début de la vie, le pain. Voilà, vous savez, Ali Arbaoui, on dit, vous savez comment on dit un jour triste, c'est un jour sans pain, comme par hasard, hein. On le sait. Tout à fait. Moi, chaque jour qui passe, je suis boulanger, mais chaque jour qui passe, je suis obligé d'avoir mon bout de pain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-nous, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est simple, on a acheté en 2015 ce petit local qu'on a transformé en belle boulangerie, dont le parking, nous l'avions en jouissance. Ouais. Donc nous, on a demandé un permis de construire. À l'époque, c'était un écologiste qui nous l'a donné. Ce fameux permis, on a pu construire. On a fait notre belle boulangerie. D'accord. Donc on a ouvert 5 ans après. Malheureusement, manque de fonds et voilà, on a dû ouvrir en 2020. Ok. Le 11 mars 2020. D'accord. Donc, quand on a ouvert, on a cartonné direct. Direct. Alors, on fait des viennoiseries au levain, pain au levain, pâtisserie maison. On vous fait confiance. Hein. Mais dites-nous, alors, ça marchait très bien. Donc, ça a marché très bien pendant combien? 4 ans, 5 ans, jusqu'à présent? Ça marche. Jusqu'aujourd'hui, on cartonne. Là, je suis en train de vous parler, ma boutique est pleine. Je peux vous montrer en vidéo si vous voulez. Ma boutique est pleine. Donc malgré les travaux, malgré les rues sont parce que à Lyon, je vous explique pas, hein, on ne peut plus circuler, c'est le bordel. Oui, c'est un peu comme à Paris, c'est partout. Ça, malgré tout ça, ma boutique est tout le temps bondée de monde. D'accord. Pourquoi? Parce que nous faisons des produits. Parce que sûrement vous faites de très bonnes choses et voilà, et ça cartonne, c'est normal. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la métropole de Lyon et le Citral? Alors, expliquez-nous. Alors, malheureusement, la métropole de Lyon et le Citral, nous, quand on a acheté, le PLU disait qu'on allait être préempté de 2 mètres. Quand les écolos sont arrivés en 2019, ils ont changé le PLU et ils l'ont augmenté à 6 mètres de préemption. Le PLU, attendez, expliquez-nous ce que c'est que le PLU. Le PLU, c'est ce qui permet c'est un document certifié de la métropole disant que voilà, il va y avoir des travaux dans votre rue. Oui. Et voilà, à ce niveau-là, on va passer de 2 mètres à 6 mètres, tout simplement. D'accord. On va écarter, on va élargir la rue de 2 mètres à 6 mètres, c'est ça? Non, on va prendre sur votre terrain. Ah oui, 2 mètres à 6 mètres. Prendre 2 mètres à 6 mètres. D'accord. Donc 6 mètres, c'est 40% de ma surface totale que je perds. 22 mètres carrés dans ma boutique. Et le reste, il y a pas loin de 300 mètres carrés qui prennent. Donc moi, si vous voulez, quand je perds cette surface, je ne pourrais plus exister, je ne pourrais plus continuer mon activité, étant donné que j'ai les hôpitaux, je bosse beaucoup avec les hôpitaux, c'est-à-dire avec tout le corps de métier, les pompiers, les ambulanciers, les taxis, les infirmiers, tout corps de métier. Les gars qui vont au chantier le matin, ils s'arrêtent, ils prennent leur petit-déj, leur casse-croûte et ils s'en vont. Voilà, plus de 80%, 85% de ma clientèle est véhiculée. Donc demain, quand je perds mon parking, je perds mon activité. Et oui, malheureusement, ils ne viendront plus. Oui, je comprends. Voilà, ils ne viendront plus. Et en plus, on a fait faire une première pétition. Une fois, on est arrivé à, je crois, 3005 ou 4000 signatures. Là, on est en train d'en faire une autre. Ça arrête pas. On n'arrête pas de remplir des feuilles. Les gens sont écœurés. Ils sont dégoûtés de savoir que
une si belle boulangerie qui fonctionne bien, qui fait de la qualité, qui est ouverte 7 jours sur 7. Je dis bien, on est ouvert 7 jours sur 7. Sur 7. Ouais, c'est... Donc moi et mon frangin, on travaille tous les jours. Mais tous les jours que Dieu fait, on travaille, on est au boulot. Mais Ali, voilà. Ali, je voulais vous demander, pour permettre le maintien de votre boulangerie, le Citral vous a proposé de réaménager effectivement votre emplacement? Effectivement, on a commencé une étude faite par une société dont le gérant est super sympa, la société EMG. Donc, alors je vous explique, hein, parce que le Citral ne dit pas toute la vérité. J'aurais aimé être sur un plateau télé avec le Citral en face de moi, avec tous les documents pour non mais expliquez-nous parce qu'on peut pas tout raconter en détail. Il y a beaucoup de choses que le Citral dit, elles sont fausses. Voilà. Alors, je vous explique. Moi, j'essaie d'être honnête et sincère. J'ai rien à y gagner à vous raconter des blablas. Et j'ai les documents, j'ai toutes les preuves en main. Voilà. J'ai rien à y gagner, moi, à mentir sur eux. Donc, à la base, ils étaient censés me payer l'étude de faisabilité faite par Société EMG. Cette étude vaut 7 200 €. Ça, c'est juste l'étude. Ouais. Donc, j'ai eu un premier virement. Après maintes reprises, j'envoyais des mails, je les appelais, j'appelais. J'ai réussi à avoir un premier virement de 3 600 €, dont j'ai la preuve. D'accord. Voilà. Donc, ils m'ont fait un virement pour l'étude de faisabilité, donc ils payaient la moitié de la facture. Aujourd'hui, l'étude, elle a été faite, elle a été terminée il y a plus de 2 mois. Alors que moi, j'arrêtais pas de les relancer pour pour leur demander de finir de payer. Je comprends. Mais Ali Arbaoui, excusez-moi parce que on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Ce que je voudrais savoir aujourd'hui, à l'heure où on parle, vous avez des recours où ils vous ont dit, écoutez, c'est comme ça, on va vous enlever tant ou 300 mètres carrés ou je ne sais pas combien, ce qui est quand même effectivement terrifiant ou pas? Je n'ai aucun recours, monsieur. Vous n'avez aucun recours? Moi, je suis obligé de m'appliquer à leur demande. Ouais. Je n'ai pas le choix. Et dès le début, ils me l'ont dit. Hein. Vous savez, si vous allez au juge, si on va au juge, vous allez sortir perdant. En plus de ça, j'étais sur une phase où on était encore en négociation. J'ai jamais rien refusé. J'ai juste demandé. Je demande à ce que je puisse travailler, c'est tout. J'ai demandé à ce qu'ils m'adaptent la boulangerie, à ce que je puisse continuer à servir mes clients, qu'ils me trouvent un terrain à côté, à me mettre des Algeco, que je puisse pétrir mon pain et vendre et ne pas perdre mes salariés. Mais et ça, ils vous l'ont refusé de dire, par exemple, mettre des Algeco, etc., etc. Est-ce qu'ils vous l'ont refusé, ça? Ils ne m'ont jamais répondu. Aucune réponse. D'accord. Mon avocat, moi-même, mon frangin, on envoie des mails, on les appelle, pas de réponse. Aucune réponse. Et aujourd'hui, il ne vous reste, alors, c'est-à-dire, et juste pour terminer, Ali Arbaoui, parce que, effectivement, c'est dramatique, parce que, effectivement, est-ce que vous pouvez, en fait, ce que vous nous dites là, c'est que vous pouvez plus travailler comme vous travaillez, et avec la qualité que vous travaillez, avec ce qu'ils vous demandent. C'est ça? On pourra plus. C'est impossible. C'est la mort de mon commerce. J'ai une super belle boutique qui fait un super beau chiffre d'affaires. J'ai 10 salariés comment dire, j'essaie de leur donner le 13e mois, je leur donne des primes, j'essaie de les maintenir parce qu'on fait un métier qui est quand même dur, on bosse le week-end. J'essaie de faire en sorte que voilà, c'est une génération aujourd'hui, c'est dur de les faire bosser. Donc je fais tout, je leur mets le café à volonté, les bouteilles d'eau, le casse-croûte. Non, mais je comprends. Voilà, ce qui est terrifiant, je vous jure, hein, je ramène des fruits et légumes. Je ramène des mangues. Non, mais je suis sûr. Mais je vais vous dire, c'est terrible à dire. Vous savez, en même temps, ce matin, j'avais le chiffre. Imaginez-vous que c'est près de 70 000 petites entreprises ont fermé leurs portes depuis janvier 2025. Et on dirait qu'on veut décourager des gens comme vous à faire leur métier et un métier important et beau. Sincèrement, monsieur, c'est de la dictature. C'est de la dictature. On parle avec des escrocs. On parle avec des voyous. On parle avec des dictateurs. Monsieur, chaque nuit, je me lève 3 à 4 fois dans la nuit. Je prends des cachets pour dormir. J'ai plus d'1 million d'euros de dettes.
dont ils ne veulent rien entendre parler. J'ai 10 salariés qui vont se retrouver à la rue. Même pas un mot sur mes salariés. Vous imaginez, qu'est-ce que je vais faire? Qui va payer tout ça? Allez, oui, en tout cas, on vous aura entendu et des milliers de gens vous auront entendu. J'espère que même à Lyon et ailleurs, parce qu'on est très écouté à Lyon, il y aura en tout cas ou un parti ou un mouvement qui vous aidera, parce que c'est pas possible de laisser comme ça mourir le petit commerce. Écoutez, en tout cas, on se tient au courant avec vous et n'hésitez pas à nous rappeler, Ali Rabaoui. Et merci à vous. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. You don't have to put on the red light. Those days are over. You don't have to say Roxane, ce tube mythique du groupe Police, André Berkoff, Sting l'aurait écrit à la fin des années 70 après avoir croisé des prostituées dans les rues de Paris. 50 ans après, malheureusement, ce fléau de la prostitution, notamment la prostitution des mineurs, André, explose en France. Prostitution des mineurs, on en parle. Il y a eu des bouquins absolument passionnants, celui de Claude Hardy et autres. Ils sont entre 15 000 et 20 000. C'est l'estimation du nombre de jeunes de moins de 18 ans qui se prostituent dès l'âge de 14 ans, parfois 12 ans. 90% sont des filles. Ça concerne tous les milieux sociaux et tous les territoires. Alerte Claudine Le Goff, déléguée adjointe de l'antenne du mouvement du Nid à Lorient. Depuis plus de 40 ans, cette association se bat contre le système prostitueur et accompagne les victimes de la prostitution. Eh bien, il y a eu des programmes, il y a eu partout. On sait qu'il y a vraiment partout un problème avec prostitution de mineurs, encore une fois. C'est même pas moins de 18 ans, c'est 10 à 12 ans. Et vous savez, on vous a parlé très très souvent ici sur Sud Radio, je vous en ai parlé de ce qui s'est passé, de ce qui se passe en Angleterre depuis 20 ans, où des filles de 10 ans, 12 ans étaient torturées, prostituées, obligées de faire le trottoir par des gangs comme ça qui s'occupaient d'eux, et c'est terrifiant. Et fin septembre, par exemple, à Saint-Nazaire, David Samzoun, maire de Saint-Nazaire, a alerté sur ce phénomène qui s'aggrave et qui reste tabou. Il dénonce l'omerta au cours de ce fléau. Il dit « Je rencontre des chefs d'établissement, collèges, lycées, publics, privés au minimum une fois par an. Tous ces gens-là, je les rencontre. On parle du trafic de drogue, des dealers aux portes de ces établissements. Je rappelle, trafic de drogue, chiffre d'affaires en France, 7 milliards d'euros. 6 à 7 milliards d'euros. Et puis alors, on voit des jeunes filles qu'on va monter dans des voitures, qui reviennent le lendemain matin. Donc, suspicion de prostitution, avec en parallèle trafic de drogue. Des jeunes mineurs sont enrôlés, évidemment, pour surveiller des points de deal. Et des jeunes filles, dans le cadre de cet agent facile, sont en prise avec ce trafic et donc avec des hommes qui se comportent comme des proxénètes. Non, ils se comportent pas comme des proxénètes. Ils sont des proxénètes. Et vous voyez, en juin dernier, le service d'information, de renseignement et d'analyse stratégique sur la criminalité organisée, et l'Office central pour la réception de la traite des êtres humains avait aussi alerté sur ce sujet. Les affaires de prostitution des mineurs ont été multipliées par 10 depuis 2015, par 10. En 2024, les autorités ont identifié 272 victimes mineures et 189 majeurs dans les affaires de prostitution. Voilà, évidemment, les violences, les tortures, les corrections, je vous dis pas, voilà. Et c'est terrifiant. Et malheureusement, on ne dit pas du tout il faut pas généraliser, mais les établissements de l'aide sociale à l'enfance, d'ailleurs, il faudra qu'on fasse une vraie enquête sur ce qui se passe avec l'aide sociale à l'enfance, sont particulièrement visés. Et vous dites, Céline, que ce sont des victimes sous l'emprise de leurs proxénètes. Et oui, tout à fait. Mardi, 7 personnes ont été mises en examen, André Berkoff, après le démantèlement d'un réseau de prostitution en Seine-et-Marne qui exploitait donc notamment des mineurs, et les proxénètes donc opéraient via les petites annonces en ligne, parce que le recrutement se fait de plus en plus, André, via les réseaux sociaux, les applications de rencontres aussi. Mais l'entourage immédiat aussi révèle une enquête, notamment dans les foyers, les groupes d'amis ou les quartiers. Ouais. Oui, enfin, en tout cas, c'est un véritable fléau qui mettrait qu'on allait beaucoup plus loin. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Eh oui, bravo, sœur cistercienne André de l'abbaye Sainte-Marie de Bouleau dans le Gers, qui lance une opération spéciale pour financer un de leurs nouveaux projets, André. Oui.
Alors ça, c'est j'ai découvert ça effectivement sur Internet. C'est magnifique. Vous savez, dans tous ces drames, quand on voit ce qui se passe, effectivement, au niveau de massacre de petites filles de 12 ans, hein, ça fait 3 ans jour pour jour, hein, Lola Favier. Eh bien, les sœurs cisterciennes de l'abbaye Sainte-Marie de Beaulord dans le Gers, c'est un ancien prieuré fontœuvriste du XIIe siècle. Cette abbaye accueille depuis 1949 une communauté cistercienne. Aujourd'hui, 24 sœurs y vivent, sœur Geneviève est la doyenne. Elle cultive 130 hectares à l'agriculture biologique et fabrique d'excellents produits fermiers. Vous pouvez y aller, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, ce qui leur manque, et là, vraiment, on fait appel à vous parce que il leur manque un outil pour le travail du sol, une fraise rotative. Pour le financer, elle propose une vente en ligne de 3000 produits fabriqués par leurs soins, des pâtés, foie de volaille, pâté pur porc, piment d'Espelette, des confitures des céréales brassées en 33 centilitres, sarrasin et épeautre. Voilà, elles doivent écouler tous ces produits d'ici le 19 octobre, 23h59. Il vous reste quelques jours, hein. Le 19 octobre, à 23h59, à minuit, c'est fini. Cette fraise rotative sera un cadeau unique pour Sœur Geneviève, qui fêtera, écoutez, bravo à elle, ses 90 ans le 20 octobre prochain. Voilà, c'est une abbaye magnifique qui a été fondée en 1142 par Pétronille de Chemillé, abbesse de Fontrevault, et c'est formidable. Alors, l'église est magnifique, je l'avais visitée, elle est formidable, elle est belle et tout ça. Et puis voilà, il vous reste quelques jours pour envoyer et pour acheter les produits fabriqués par les sœurs cisterciennes de l'abbaye Sainte-Marie de Beaulord. Vraiment, faites-le parce que, et pourquoi une fraise rotative? Alors vous allez me dire, mais dites-moi, le département, la mairie, la région n'est pas capable d'offrir et de payer une fraise rotative. Non, ah oui, et les milliards d'euros, je pense toujours à ça quand je vois quelque chose comme ça. Il y a des milliards d'euros qui sont dépensés pour quelle guerre à continuer à mener, pour quelles associations bidons, pour quels copains et pour quels coquins. Mais alors, une fraise rotative pour des sœurs cisterciennes de l'abbaye, eh ben ça, c'est pas possible. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans ce foutu royaume de France. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. On peut rien dire. Si tu veux pas te retrouver seul, t'as intérêt de fermer ta gueule. On peut plus rien dire. On peut plus rien dire. Sûr qu'on est d'accord avec. Et oui, malheureusement, on ne peut plus rien dire. André Berkoff, la censure est hélas. Pas vraiment, ouais. Mais ça s'est rétréci, c'est vrai. Et oui, cette censure est hélas éternelle, universelle, et de nombreux artistes en sont attirés les foudres, notamment Boris Vian, André Berkoff. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Eh oui, qui aurait pu penser que cette chanson de Boris Vian, qui date de 1954, les débuts de la guerre d'Algérie, sonnerait aussi fort aujourd'hui, au moment où on entend des bruits de bottes et de plus en plus forts du côté de la Russie, de l'Ukraine et de la possibilité d'envoyer des troupes françaises en Ukraine. Eh oui, André Berkoff, et pour tout savoir sur l'histoire de cette chanson si célèbre de Boris Vian, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Pierrat, qui est avocat et spécialiste donc de la censure. Bonjour à vous, Emmanuel Pierrat. Bonjour Céline Alonso, bonjour André Berkoff. Bonjour Emmanuel. Alors expliquez-nous, quelle est l'histoire de cette chanson ? Alors André vient d'évoquer le début de la guerre d'Algérie, c'est aussi 1954, Dien Ben Phu, la fin, entre guillemets, malheureuse, avec beaucoup de guillemets pour la France, de la guerre d'Indochine. Et c'est donc un Boris Vian qui a 34 ans qui prend la plume pour écrire des chansons. Boris Vian, il est, on le sait, mais on va le redire quand même, l'auteur surtout de J'irai cracher sur vos tombes, livre déjà censuré, et las de voir ces livres interdits ou mal commercialisés, il décide de commencer à écrire des chansons
chansons. Il mourra d'ailleurs peu de temps après. Hein. Il est assez dans un état de santé peu enviable. C'est vrai, Emmanuel Pirat, juste un détail, il mourra au moment de la projection du film tiré de J'irai cracher sur vos tombes, qu'il avait signé de Vernon Sullivan, vous vous rappelez. Bravo André, exactement, c'est le pseudonyme qu'il utilise il avait d'ailleurs toujours dit qu'il mourrait avant 40 ans, comme une sorte de prophétie dès qu'il était adolescent. Et en 1954, il écrit cette chanson magnifique dont vous venez de diffuser les premiers couplets, absolument extraordinaire et bouleversante, qui dit surtout « Je ne voudrais pas mourir comme mon père est mort ». Et comme mon grand-père également, donc aux guerres de 14-18, aux guerres de 39-45, alors que la guerre d'Indochine vient à peine de s'arrêter et que ce qu'on appelle pour l'instant pudiquement les événements en Algérie viennent de débuter. Voilà. Ça sera une chanson qui évidemment tout de suite sera interdite de diffusion, d'abord à la radio et puis pire encore, dont les disques seront détruits. Le producteur carrément détruit, Emmanuel Pirat, oui. Producteur totalement démoralisé et voyant les poursuites arriver, les saisies arriver, décide de passer au pilon plusieurs milliers de disques vinyles. Donc c'est si vous en avez un exemplaire qui a été sauvé du désastre, il vaut une petite fortune, je me permets de vous le dire. Voilà. Ah oui, c'est incroyable. Au départ, Boris Vian, de l'ancien régime, pratiquement. Oui, c'est ça, chanson antimilitariste. Qui avait fait vraiment scandale à l'époque. Mais au départ, ce qui est très intéressant, c'est que Vian ne songeait pas à l'interpréter, cette chanson. Il a eu du mal à trouver des interprètes. Oui, il l'écrira et il y aura plusieurs tentatives. Vian commence dans la chanson. Il a la réputation d'être un écrivain, un joueur de trompette à Saint-Germain-des-Prés. De trompinette. De trompinette, oui, il dira trompinette, bravo. André. Et il est assez, peu optimiste sur l'avenir de cette chanson. Il avait raison parce qu'elle sera interdite, on le dit d'emblée, pendant 8 ans. Et donc elle ne sortira de la censure ou des enfers de la discographie que plusieurs années après la mort de Boris Vian. Mais alors Emmanuel Pirat, c'est très intéressant ce que vous racontez. Elle ne sortira que à l'indépendance de l'Algérie, à la fin de la guerre d'Algérie, quoi. C'est ça. Une fois qu'on est plus susceptible, puisque c'est l'accusation qu'il reçoit d'antipatriotisme, c'est-à-dire d'atteinte au moral des armées. Ce qui pose problème au pouvoir, c'est le fait que dans le même temps, on appelle des jeunes gens pour monter au front et que l'on passe une chanson, que l'on puisse passer une chanson qui dit il faut renoncer à la guerre. Boris Vian, il y a un discours beaucoup plus subtil qu'uniquement antimilitariste. C'est un homme extrêmement intelligent et formidable et qui dit si c'est pour la patrie mais que tout le monde meurt à la patrie, où sera la patrie? Voilà, il prend avec beaucoup d'ironie, il dit pour interpeller le pouvoir, il dit d'ailleurs ma chanson a été déjà chantée par Serge Reggiani et c'est lui qui sera le premier grand interprète du Déserteur en disant est-ce que vous voulez aussi enfermer Serge Reggiani qui est quand même à l'époque une star montante, une gloire montante de la chanson française. La chanson ensuite sera reprise par beaucoup de chanteurs de façon très engagée. Et c'est très intéressant, en fait, Emmanuel Pirat, il y a eu aussi Mouloudji qui l'a chanté. Mais, oui, mais vous savez que... Eddie Mitchell, Hugo Frey, dont on célèbre les 96 ans, Juliette Gréco, comme l'a dit Céline, et surtout ensuite John Baez et Renaud, dont on peut parler. Oui, c'est vrai. Mais alors, vous savez que Mouloudji a changé le début de la chanson. Il ne disait pas Monsieur le Président, messieurs qu'on nomme grand. Oui, pour éviter la censure. C'est ça, ouais. C'est ça. Il a fait plusieurs modifications du texte, même, André Berkoff. Oui, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, messieurs qu'on nomme grand et certes. Et dites-moi, est-ce que ça, c'est tout à fait extraordinaire. C'est-à-dire que elle a été bannie jusqu'après sa mort, puisqu'il est mort en 59, Boris Vian. C'est ça. Il faudra attendre 3 ans après sa mort pour que la chanson l'interdiction soit levée. Ouais. Ça ne veut pas dire que les ennuis s'arrêtent, puisque cette chanson connaîtra encore ensuite de nouvelles interdictions. Alors pas quand Renaud l'interprète en 1993, il la reprend dans les années 80, début des années 90, en la transformant de façon argotique, magnifique version. Ouais. Ceci dit, il y a la censure hésite parce que malgré tout, on aura la guerre du Golfe et pendant la guerre du Golfe, beaucoup de chansons passent à la trappe sur les ondes de France Inter, des radios publiques. Ouais. Toutes les chansons qui évoquent de près ou de loin la guerre ou le désert. Alors, Seul dans le désert de Balavoine, par exemple, est interdite pendant la guerre du Golfe. Une chanson de Niagara, le groupe qui chante J'ai vu les bombes, est interdite. Mieux encore, il y a une chanson d'Alain Bachung sur l'Amococalise et la marée noire en Bretagne, dans lesquelles il part du golfe du Morbihan, et comme il dit, dans les golfes
Golfe pas très clair et qu'il y a la guerre du Golfe, on interdit la chanson. Donc on est c'est ubesque. Voilà, c'est une censure ubesque. Et surtout, l'institutrice se verra suspendue à vie en 99 pour avoir fait chanter ses élèves devant le monument aux morts de 39-45. Elle leur fait chanter Boris Vian et le déserteur, et elle est radiée à vie de l'éducation nationale. En quelle année vous disiez ça? C'était en 1999 exactement. Ouais. Extraordinaire quand même. Et oui, et cette sanction, il faut le dire, Emmanuel Pierrat, sera annulée quelques mois plus tard par Ségolène Royal, ancienne ministre déléguée à l'enseignement scolaire à l'époque. Mais revenons à John Baez, parce que vous avez parlé de John Baez qui a interprété cette chanson. C'est vrai que aux États-Unis, alors que cette chanson était censurée en France, cette chanson a connu un certain succès. Le message antimilitariste a été mieux accueilli que chez nous. Parce qu'il y avait la guerre du Vietnam. Oui. C'est ça. Il y a la guerre du Vietnam. Alors, nous, on passe de la guerre d'Indochine en 54 à très vite pour les Américains la guerre du Vietnam. Et les grands interprètes anglo-saxons, par ailleurs, John Baez est francophone, elle est américaine, mais elle parle parfaitement le français et comprend la chanson et s'en empare. Et ça devient un étendard contre la guerre du Vietnam. Et John Baez sera d'ailleurs interdite de diffusion à l'ORTF en France. Elle est invitée à une grande émission que vous avez peut-être entendue. Alors il faut avoir non pas un certain âge, on va pas écouter un âge certain. Il y avait une émission de Raymond Marcillac qui s'appelait Télédimanche, qui a duré jusque dans les années 2000, qui était à 14 heures. Et John Baez est invité en 71. Alors on lui dit, il y a 4 chansons à choisir. Elle commence par Blowing in the Wind, donc une chanson plutôt sympathique, pas de problème. Et elle enchaîne juste après avec Le Déserteur. Et là, immédiatement, on diffuse, on arrête le son et on passe une émission de jeu télé. On entend que le son d'un jeu de télévision pendant 10 minutes. Et puis après, on lui dit, c'est bon, vous pouvez reprendre si c'est pas Le Déserteur. Et là, elle quitte le plateau en disant, non, je chantais pas les 2 dernières. Au secours, la censure. On est en France. Extraordinaire. C'est sous Pompidou. C'est sous oui, mais Emmanuel Pierrat, c'est passionnant ce que vous dites. C'est sous Pompidou, ça. C'est en plein. Sous Pompidou. On est en 71. C'est extraordinaire, ces chansons qui vivent après que l'auteur soit décédé et qui vivent encore et qui vivent toujours, parce que Le Déserteur de Vian, c'est devenu une chanson culte. Oui, c'est même l'une des chansons les plus reprises à travers le monde aujourd'hui, Le Déserteur. Oui, Emmanuel Pierrat. C'est la force des très grandes chansons. C'est ça qui ennuie la censure. C'est pas tellement le propos de fond s'il était écrit par un chanteur ou un narrateur ou un parolier sans talent. C'est la puissance de Boris Vian. Il faut comprendre l'intelligence. Il rajoute d'ailleurs sur le disque, il dit un conseil, si la radio vous ennuie, tournez le poste. Donc, c'est une façon de prendre le censeur à son propre jeu. Il dit personne ne vous oblige à l'écouter. Bien sûr, et il a totalement raison. Si ça ne vous plaît pas, fermez le bouton, fermez le poste. Et je rappelle simplement à titre d'actualité, c'est très intéressant ce qu'il dit dans cette chanson Le Déserteur, Emmanuel Pierrat. Il dit, s'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Ça sonne bien aujourd'hui. André, moi je terminerai peut-être sur ça. Il dit des phrases vraiment touchantes. Il dit, vous battez-vous pour la paix ou pour le plaisir? Ah ouais, est-ce que joli. vous battez pour construire la paix ou est-ce que c'est la jouissance du massacre qui vous intéresse? Vraie question. Ça prend quand même les interlocuteurs ou ceux qui écoutent à leur propre miroir, à leur propre trip et à leur propre, on va dire, envie éventuellement inconsciente. Tout à fait. Merci beaucoup Emmanuel Pierrat. Toujours passionnant de vous Merci Emmanuel Pierrat. Et de vous écouter. Et oui, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule 100 chansons censurées qui sont parues. Ce livre est paru, aux éditions Oé Becquet. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente